Bonjour tout le monde. On va enchaîner par un sympo organisé, sponsorisé par le laboratoire Boehringer Ingelheim. Il s'agit des exacerbations des fibroses pulmonaires et donc un sujet qui est en plein cœur, centre de la thématique de notre congrès, à savoir quand le poumon s'exacerbe. Il s'agirait d'exacerbations en rapport avec des fibroses pulmonaires, qu'elles soient des PID secondaires ou des fibroses pulmonaires idiopathiques. On va appeler professeur Mariam Mjid. Professeur Mariam Mjid, elle exerce le service de pneumologie de l'hôpital Larabta et elle va nous rapporter les exacerbations des fibroses pulmonaires. À toi la parole, Mariam. Merci, Dr Louzil. Alors, je remercie bien évidemment les organisateurs, les laboratoires Boehringer Ingelheim, de m'avoir demandé aujourd'hui de vous parler d'un topic qui est au cœur même de notre congrès, dont le thème a été fixé pour cette année, quand le poumon s'exacerbe. Donc, on va vous parler des PID fibrosantes sous un autre angle. On a l'habitude d'en parler pour parler des antifibrosants, des traitements, du diagnostic, de la classification peut-être. Mais là, on va parler des exacerbations aiguës et on va le voir tout à l'heure, tout au long de cette présentation. C'est un événement qui va être associé à un pronostic effroyable chez ce patient et donc beaucoup d'intérêt doit être donné à ces exacerbations. Là, c'est mes liens d'intérêt en rapport avec cette présentation. Alors, permettez-moi de vous rappeler rapidement l'histoire naturelle de la fibrose pulmonaire idiopathique. Comme vous le voyez ici, après des années infradiagnostiques, moi je dirais, où les patients ne vont pas avoir de symptômes, là, le diagnostic va se faire généralement entre 60 et 65 ans. C'est là où les patients vont avoir une aggravation de leur lésion radiologique, anatomique, et c'est là que les symptômes vont être déclarés. Sauf que, vous voyez ici, regardez, l'évolution de la fibrose pulmonaire idiopathique est très hétérogène avec plusieurs profils évolutifs. La première courbe en vert, c'est les patients qui vont avoir une détérioration lente de leur fonction respiratoire. La courbe en rouge, c'est les patients qui vont avoir une détérioration rapide de leur fonction respiratoire. Et entre les deux, il va y avoir ces patients qui vont avoir une détérioration modérée de leur fonction respiratoire. Et vous voyez ici comment les courbes vont se casser complètement lors de d'événements qui sont les exacerbations aiguës. Alors, ces exacerbations aiguës peuvent survenir à n'importe quel moment de l'évolution de la maladie. Comme je vous l'ai dit, elles vont être associées à un pronostic effroyable avec une mortalité intra-hospitalière de l'ordre de 50%. Et la mortalité après cette exacerbation va être uniquement de 3 à 4 mois. Alors, quelle est la signature anatomopathologique de ces exacerbations aiguës? Ça va être, dans la quasi-majorité des cas, un dommage alvéolaire diffus. La première définition des exacerbations aiguës de fibrose pulmonaire idiopathique est parue en 2007 et là on avait défini ces exacerbations comme étant une aggravation clinique aiguë dans les 30 jours précédents chez un patient connu porteur d'une fibrose pulmonaire idiopathique et qui vont être associés sur le plan radiologique à l'apparition de lésions bilatérales, d'opacité bilatérale, qu'elles soient en verre dépoli ou de condensation, sur bien évidemment un fond de fibrose avec un pattern généralement d'UIP. Mais cette définition de 2007 exigeait, pour retenir une exacerbation aiguë, l'exclusion de toute autre cause, notamment d'infection, pouvant être à l'origine de ces symptômes. Alors, il y a eu un édito dans l'ERJ en 2015 qui, justement, critiquait un peu ces définitions, puisque, regardez ici, comment dans les critères diagnostiques, on exigeait d'avoir la preuve qu'il n'y avait pas d'infection en réalisant des examens assez invasifs pour un patient qui est déjà en exacerbation, qui sent la fibroscopie bronchique avec un lavage bronchiolo-alvéolaire ou des aspirations trachéales. Donc, c'est des examens extrêmement difficiles à réaliser dans ce contexte d'urgence chez un patient qui est déjà en détresse respiratoire. Et en 2015, les experts avaient déjà proposé une nouvelle définition de la fibrose, de l'exacerbation aiguë de fibrose pulmonaire idiopathique, où ce critère d'exclusion n'était plus essentiel pour le diagnostic. Et en utilisant cette définition,
On allait augmenter, bien évidemment, notre rentabilité diagnostique. On allait diagnostiquer plus facilement ces exacerbations aiguës de fibrose, les diagnostiquer plus vite et donc être plus efficient en matière de traitement et réduire de façon considérable la mortalité. Alors, cette définition de l'exacerbation aiguë de fibrose a été adoptée en 2016 dans ce papier. Regardez ici, actuellement, comment est-ce qu'on retient le diagnostic d'une exacerbation aiguë de fibrose pulmonaire idiopathique? C'est par l'aggravation aiguë récente de la dyspnée chez un patient connu porteur d'une fibrose pulmonaire idiopathique dans un délai généralement de 30 jours, avec apparition sur le scanner thoracique, et là c'est essentiel, de lésions bilatérales, c'est extrêmement important, d'opacité bilatérale, soit de verre dépoli ou de condensation, bien évidemment sur un fond d'UIP, et après avoir exclu des causes extra-parenchymateuses, donc un épanchement pleural, gazeux ou liquidien, ou une cause vasculaire, notamment une embolie pulmonaire, et après avoir exclu de l'OAP qui, lui aussi, sur le plan radiologique, donne des opacités alvéolaires bilatérales. Et regardez comment on n'est plus obligé finalement d'exclure des infections, puisque finalement une exacerbation aiguë peut être soit idiopathique quand on ne trouve pas de facteur déclenchant, ou déclenchée quand on trouve un facteur déclenchant, notamment une infection virale, par exemple des voies aériennes supérieures. Alors, quels sont les facteurs déclenchants les plus souvent retrouvés au cours des exacerbations aiguës de fibrose pulmonaire idiopathique? C'est les infections virales, comme en témoignent plusieurs séries, où on avait trouvé que justement il y avait une prévalence saisonnière de ces exacerbations, surtout en hiver, là où les infections virales sont les plus fréquentes. Deuxième facteur déclenchant, c'est la pollution. On avait retrouvé là également une corrélation statistiquement significative entre la survenue d'une exacerbation aiguë de fibrose et les pics de pollution, notamment à l'ozone et au dioxyde d'oxygène. Troisième facteur déclenchant, c'est les micro-aspirations, les micro-inhalations. En fait, on avait fait chez des patients qui étaient en exacerbation aiguë, on a profité du lavage bronchiolo-alvéolaire pour aller chercher de la pepsine dans le liquide alvéolaire, et on s'est rendu compte que les patients qui étaient en exacerbation avaient significativement plus de pepsine dans leur liquide alvéolaire, ce qui laissait présager justement de ce facteur déclenchant dans les exacerbations aiguës. Enfin, dernier facteur déclenchant, c'est la chirurgie thoracique, notamment pour un cancer du poumon. Regardez ici sur la série chinoise comment, je n'ai pas de pointeur, voilà, sur la série chinoise comment, ici les décès en noir attribuables aux exacerbations aiguës de fibrose qui vont survenir dans les 10 premiers jours en post-opératoire. Il y a d'autres facteurs déclenchants, notamment comme le lavage bronchiolo-alvéolaire, les biopsies par cryobiopsie ou les biopsies transbronchiques. Passons rapidement à la pathogénie des exacerbations aiguës de fibrose. Donc certes, actuellement, la physiopathologie n'est pas clairement élucidée, mais on sait que la pathogénie de ces exacerbations va faire intervenir et des facteurs chroniques, un dysfonctionnement épithélial et une activation des fibroblastes, mais également des facteurs aigus avec des infections, les microaspirations, les étirements mécaniques. Et ces exacerbations vont être déclenchées par un trigger, que ce soit une infection ou une chirurgie, et ça va être à l'origine d'une lésion pulmonaire aiguë diffuse qui va être caractérisée à un stade précoce par des membranes hyalines avec de l'œdème interstitiel, et ces lésions aiguës vont elles-mêmes accélérer les phénomènes chroniques, les phénomènes de fibrose, et donc il va y avoir un cercle vicieux qui va s'installer. Donc j'en ai fini avec la physiopathologie de l'exacerbation aiguë. Maintenant, qu'en est-il de l'incidence des exacerbations aiguës au cours de la fibrose pulmonaire idiopathique? Je vous mets ici les résultats de cette méta-analyse revue de la littérature qui est parue en 2024, où l'incidence des exacerbations aiguës ici de fibrose pulmonaire idiopathique variait entre 4 et 14%. Elles sont de l'ordre de 10%, 5 à 10% selon la littérature. Et regardez comment, au fil des années, bien évidemment, l'incidence cumulée va augmenter au fil des années. Quels sont les facteurs de risque des exacerbations aiguës de fibrose pulmonaire idiopathique? Quels sont les sujets les plus à risque? Finalement, ce qui ressort dans la plupart des études, les sujets les plus à risque, c'est ceux qui ont une maladie grave, avec une atteinte de leur fonction respiratoire et avec une progression de leur fonction respiratoire vers la détérioration. Il y a d'autres critères qui sont encore débattus dans la littérature, comme le tabagisme, comme le fait qu'il y ait de l'emphysème, que les patients prennent des immunosuppresseurs, le faible poids, etc., plein d'autres critères. L'intitulé, comme l'a très bien dit Silosius, ce n'est pas uniquement les exacerbations aiguës des fibroses pulmonaires idiopathiques, mais de toutes les PID fibrosantes, quelle qu'en soit l'étiologie,
qu'on les classe comme ça, qu'on les classe avec la nouvelle classification, quel que soit aussi leur comportement, qu'elles soient progressives ou pas, toutes les fibroses pulmonaires sont à risque d'exacerbation aiguë. Ici, je vais vous parler des exacerbations aiguës des PID idiopathiques. Certes, la fibrose pulmonaire idiopathique est la mère, moi je dirais, des fibroses pulmonaires idiopathiques. C'est celle qui a été la plus étudiée, elle est la plus fréquente, mais qu'en est-il des autres? Finalement, toutes, comme je vous l'ai dit, les PID fibrosantes idiopathiques peuvent exacerber, sauf que l'incidence est beaucoup plus élevée quand il y a une fibrose pulmonaire idiopathique, notamment avec un pattern radiologique ici d'UIP. Quant à la mortalité, là, les choses sont un peu moins claires, puisque finalement, qu'il s'agisse d'une UIP ou d'une UIP probable, la mortalité est la même, et l'UIP probable, la mortalité de l'UIP probable dans cette étude paraît même plus élevée que celle de l'UIP certaine. Et ça, on va le retrouver tout au long de la présentation. Finalement, quand l'exacerbation est là, c'est elle qui est le facteur pronostic, le facteur de mortalité, indépendamment du pattern histologique, radiologique ou de l'étiologie de cette fibrose pulmonaire. Le fait d'en avoir fait ça en soi-même, c'est un facteur de risque de mortalité. Ça, c'est toutes les PID fibrosantes, quelle que soit leur étiologie, soit FPI, non-FPI. Dans cette étude, essentiellement des non-FPI associés à des connectivites ou des PID inclassables. Qu'est-ce qu'on retrouve? Toujours, l'incidence des exacerbations est plus importante au cours de la fibrose pulmonaire idiopathique, comparativement aux autres PID fibrosantes non-FPI. Et dans ce sous-groupe de fibrose pulmonaire non-FPI, il paraît que les PHS chroniques sont plus à risque d'exacerber, sauf qu'ici, la différence n'était pas significative, et ça se comprend très bien, parce que les PHS chroniques, on va les retrouver tout à l'heure, se comportent beaucoup comme une fibrose pulmonaire idiopathique, et d'ailleurs, c'est l'un des diagnostics différentiels les plus difficiles quand on est face à un patient atteint de fibrose pulmonaire idiopathique. Alors, selon cette étude, quels étaient les facteurs de risque de survenue d'une exacerbation aiguë? Toujours la fonction respiratoire, toujours, c'est le principal facteur de risque de survenue d'une exacerbation aiguë de fibrose. Il y avait d'autres facteurs ici qui ont été relevés, notamment le fait d'avoir déjà fait une exacerbation aiguë et le fait qu'il y ait une PID fibrosante non FPI est un facteur protecteur contre la survenue d'une exacerbation aiguë, ça réduit de 70% le risque d'exacerbation aiguë. Pour la mortalité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que l'exacerbation survienne chez une fibrose pulmonaire idiopathique ou un autre type de PID fibrosante, quand elle est là, la mortalité dans tous les cas est très importante et le pronostic est effroyable. Il n'y avait pas de différence, notamment ici, entre les différents groupes de PID fibrosantes non FPI. Donc maintenant, c'était les étiologies. Qu'en est-il de la fibrose pulmonaire progressive qui, elle aussi, se comporte beaucoup comme une fibrose pulmonaire idiopathique? Là, c'est une étude monocentrique, rétrospective, où la progression a été retenue selon les critères de l'NBILT, de l'étude NBILT. On va y revenir tout à l'heure. 63% de PID associés aux connectivites, incidence de 12%. Ça rappelle beaucoup l'incidence des exacerbations aiguës de la fibrose pulmonaire idiopathique. Là, quels étaient les facteurs de risque? Toujours fonction respiratoire, ici la DLCO, c'est l'un des principaux facteurs de risque en analyse multivariée. Mais regardez ici, dans les sous-types, quelles étaient les fibroses progressives qui étaient le plus à risque d'exacerber? C'est les fibroses progressives en rapport avec une connectivite, notamment l'APR. Et notamment les PHS chroniques, parce que les PID associés au PR et celles associées au PHS chronique ressemblent énormément à la fibrose pulmonaire idiopathique, et ça explique parfaitement ce résultat. Ici, la capacité vitale, le test de marche, étaient des facteurs associés à la survenue d'exacerbations aiguës, mais pas en analyse multivariée. Pour la mortalité, quand l'exacerbation est là, elle réduit de moitié la survie d'un patient atteint de fibrose pulmonaire, de PID fibrosante progressive, avec un hazard ratio, regardez ici, de 2, donc la survenue d'une exacerbation double la mortalité, et les exacerbations déclenchées sont associées à un plus mauvais pronostic que les exacerbations aiguës idiopathiques, et ça c'est retrouvé partout dans la littérature. Maintenant, je voudrais juste attirer votre attention par rapport aux PID associés aux connectivites.
comment est-ce que ces patients se comportent, quel est le risque de l'exacerbation. Ici, dans une revue de la littérature, 24 études, plus de 400 patients, essentiellement des PR, des myopathies inflammatoires idiopathiques. L'incidence était entre 3 et 5, moins que la fibrose pulmonaire idiopathique. Toujours mortalité effroyable, 58% quand même à 3 mois. Donc on perd la moitié des patients après 3 mois. Et finalement, un patient qui a fait une exacerbation, finalement, il n'en fera qu'une parce que dans la majorité des cas, il décédera de cette exacerbation. Facteur de risque, toujours, fonction respiratoire et ici la fraction d'oxygène par rapport à la FiO2. Il n'existe pas à ce jour de définition claire par rapport à l'exacerbation aiguë des fibroses associées aux conjonctivites. Il y a eu cette tentative de définition ici, parue dans cet article, où finalement il n'y avait pas de grande différence, sauf par rapport au fait que c'est une aggravation chez un patient qui est connu porteur d'une PID associée aux conjonctivites et non pas à une FPI, des images en verre dépoli sur des lésions qui ne sont pas forcément de l'UIP, comme c'est le cas de la fibrose pulmonaire idiopathique. Et pour les facteurs déclenchants, il y a d'autres facteurs déclenchants propres justement aux conjonctivites, puisque c'est des gens qui finalement vont avoir des traitements immunosuppresseurs, vont être plus à risque d'infections opportunistes et vont être également plus à risque d'effets secondaires des médications qu'ils vont avoir pour leurs poumons. Alors, l'APR, pourquoi j'avais choisi l'APR? Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle ressemble énormément à la fibrose pulmonaire idiopathique avec un taux d'incidence qui est proche également pour les exacerbations de la fibrose pulmonaire idiopathique. Ici, un taux d'incidence qui arrive à 11%. Facteurs de risque, toujours les mêmes. L'âge, sexe masculin, tabagisme, ça c'est un peu débattu. C'est la capacité vitale forcée, c'est la mauvaise fonction respiratoire et le pattern d'UIP qui prédispose à un risque accru de survenue des exacerbations chez les patients suivis pour une PID pair. Donc ça, c'était un survol par rapport à l'incidence, aux facteurs de risque, aux facteurs déclenchants de la fibrose pulmonaire idiopathique. Mais qu'en est-il des exacerbations, excusez-moi, des fibroses pulmonaires? Mais qu'en est-il maintenant du traitement? Qu'est-ce qu'on connaît du traitement? Alors, bien qu'il s'agisse d'une urgence thérapeutique, je vais vous décevoir, on n'a pas de consensus par rapport au traitement curatif des exacerbations aiguës de fibrose, contrairement à ce qu'on a pour le traitement de fond. Alors, il y a eu cette étude qui avait démontré cette grande variabilité dans les réponses des médecins, pourtant c'était des experts en matière de pneumopathie interstitielle diffuse, à qui on leur avait posé comme question « Quelle thérapeutique vous semble être la meilleure, adaptée pour les exacerbations aiguës de fibrose ?» Et là, regardez comment les réponses sont très disparates. La même question a été posée aux mêmes experts, mais par rapport au traitement de fond, je dirais, de ces PID fibrosantes. Là, les réponses sont un peu plus claires, avec 80% des médecins qui ont été interrogés qui étaient en faveur du traitement antifibrosant, plus de 90% qui étaient en faveur de la vaccination. C'est tout à fait compréhensible parce qu'en matière d'evidence-based medicine, on a beaucoup d'informations par rapport au traitement de fond de la fibrose pulmonaire idiopathique et de la fibrose pulmonaire progressive, mais on n'a pas du tout d'évidence par rapport au traitement de l'exacerbation aiguë. Alors justement, regardez, pour l'exacerbation aiguë, on a plusieurs possibilités thérapeutiques, corticoïdes avec immunosuppresseurs, antibiothérapie, antifibrosants, biothérapie, etc. Beaucoup de possibilités thérapeutiques, mais hélas, très peu d'évidence par rapport à ce traitement. Ce qu'on prescrit le plus, je pense nous tous ici présents, c'est les corticoïdes, bien évidemment, pour les exacerbations aiguës de fibrose, que ce soit FPI ou non FPI. Là, c'est une méta-analyse qui vient d'être publiée en 2025, justement, qui avait regroupé toutes les études qui avaient été faites sur les corticoïdes. C'était des études de cohorte, des études de cas témoins, rétrospectives, pas d'essais cliniques randomisés. Alors, la réponse, là également, est hétérogène en fonction de l'étiologie de la fibrose. Pour les non-FPI, certes, la corticothérapie a l'air d'avoir un impact positif sur ces exacerbations aiguës. Elle améliore la survie, elle réduit la mortalité à 90 jours et elle réduit le risque de renouvellement de ces exacerbations aiguës. Pour la fibrose pulmonaire idiopathique, par contre, les données sont très contradictoires. Il paraît même que l'usage de corticoïdes à forte dose chez les patients qui ont une fibrose pulmonaire idiopathique peuvent être associés à un risque accru de mortalité. Pour cette raison, regardez ici sur les recommandations de l'ATS de 2011 ou de 2022, finalement, les recommandations étaient
pas très clair. On disait que oui, on pourrait mettre des corticoïdes, on ne sait pas à quelle dose, on ne sait pas comment on va les dégraisser, on ne sait pas dans quel groupe de patients il faut les indiquer. Il faut être prudent chez certains patients puisque ça pourrait avoir un effet inverse. Pour les Français, ils proposent de traiter ces exacerbations par des corticoïdes, juste une proposition. Pour notre guide national aussi, on suggère l'usage de ces corticoïdes, mais on manque terriblement d'évidence par rapport à plusieurs choses. À la dose, comme je vous l'ai dit, au schéma et à la dégression. Ici, c'est les recommandations françaises qui sont tirées de l'étude Exafip, c'est un essai multicentrique français où finalement c'est ce qu'on fait généralement à partir de cet essai dont l'objectif n'était pas d'évaluer l'efficacité des corticoïdes mais l'efficacité de l'endoxan pour le traitement des exacerbations. Donc ça, c'est ce qu'on propose, méthylprédnisolone, 3 jours après une dégression selon un schéma préétabli, mais toujours pas d'évidence. Ça, c'est pour les PID associés aux conjonctivites, c'est pratiquement la même chose, sauf que ici, les doses pourraient être plus élevées et l'endoxan pourrait avoir une meilleure action comparativement aux patients suivis pour fibrose pulmonaire idiopathique. Alors, on manque d'évidence. Il y a cet essai Exafip 2 qui, lui, le principal objectif, il est en cours, les résultats ne sont pas encore publiés, c'est des patients admis pour exacerbation aiguë de fibrose qu'on va randomiser en 2 bras. C'est des patients qui vont avoir des corticoïdes à forte dose versus des patients qui ne vont pas avoir de corticoïdes. On attend encore les résultats de cet essai clinique. Il semblerait qu'il soit positif en faveur de la corticothérapie. Qu'en est-il du rajout du cyclophosphamide pour le traitement des exacerbations aiguës avec les corticoïdes? Actuellement, c'est délaissé puisque l'essai Exafip le résultat était négatif avec une surmortalité dans le bras chez les patients qui avaient été traités par corticoïdes plus cyclophosphamide. Et donc actuellement, il n'est plus recommandé de traiter les patients de cette façon. Voici les recommandations françaises qui se sont basées justement sur les résultats de l'étude Exafip. Donc rapidement, comment on va agir en traitement curatif, moi je dirais de l'exacerbation aiguë, suspicion clinique, on va faire des tests complémentaires pour confirmer qu'il s'agit bien d'une exacerbation aiguë de fibrose pulmonaire idiopathique ou de PID fibrosante. Une fois que le diagnostic est retenu, bien évidemment, par un scanner thoracique, il doit être réalisé de façon systématique. L'injection de produits de contraste sera indiquée quand il y a une suspicion d'embolie pulmonaire. Et là, on va mettre des corticoïdes. La dose va dépendre du fait est-ce qu'il y a une infection associée ou pas. S'il y a une infection associée qui a déclenché l'exacerbation, là, il faudra aller sur des doses moins élevées de corticoïdes. Je finis par la ventilation de ces patients qui ont une exacerbation aiguë de PID fibrosante. Je finis la partie traitement curatif, j'ai encore parlé bien évidemment du traitement préventif, et les patients ne devront être transférés en réanimation ou ventilés que s'il y a un projet de transplantation après. Donc ça, c'était le traitement curatif. Mais moi, je dirais, en matière d'exacerbation aiguë de fibrose, mieux vaut prévenir que guérir. Parce que finalement, quand l'exacerbation est là, 50% de nos patients vont mourir. Et donc, il vaut mieux prévenir cette complication. Comment ça? La vaccination antigrippale, antipneumococcique, éviter de faire de l'activité sportive quand il y a des pics de pollution, pas de traitement systématique du reflux, bien qu'il y ait de la pepsine dans le lavage, mais il n'est pas recommandé de mettre tous les patients sous traitement. Et en matière de chirurgie thoracique, il y a également certaines considérations à prendre pour justement limiter le risque. Le meilleur traitement préventif des exacerbations aiguës des PID fibrosantes reste les antifibrosants. Pourquoi? Parce qu'ils font réduire de façon significative le déclin de la fonction respiratoire. Rappelez-vous, le principal facteur de risque de survenue d'une exacerbation aiguë de PID fibrosante reste la mauvaise fonction respiratoire. Rapidement, moi je vais vous parler du nintedanib. Je ne vais pas parler de la pirfénidone pour une simple raison, c'est que dans les essais pour la pirfénidone,
Comme critère de jugement secondaire, l'exacerbation n'était pas inclus dans les critères de jugement secondaire, elle était inclue dans un score composite, et donc on ne peut pas tirer de conclusion par rapport à l'efficacité de la pirfenidone sur la réduction du risque d'exacerbation. Avec l'unitédanib, oui, on peut le faire. Le premier essai, c'est l'essai Tomorrow, c'est l'essai qui avait un peu fixé la dose qu'on allait utiliser pour l'unitédanib. C'est un essai de phase 2, 5 ans, 2 semaines, avec toujours comme objectif primaire le déclin de la fonction respiratoire, mais comme objectif secondaire, la première exacerbation, le fait de repousser la première exacerbation. Regardez ici avec l'unitédanib, ici à la dose de 150 mg x 2 par jour, c'est la dose recommandée. On réduisait de façon significative de 68% le déclin de la capacité vitale forcée. Il en est de même pour les exacerbations aiguës avec la dose de 150 mg x 2. L'incidence des exacerbations aiguës n'est que de 2,4 comparativement aux 15 cas incidents chez les patients non traités. Deuxième essai, c'est l'essai Impulses 1, Impulses 2, c'est les essais qui ont permis justement l'autorisation de mise sur le marché du nintedanib dans le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique. Là également, comme objectif principal, le déclin annuel de la capacité vitale et comme objectif secondaire, le délai de la première exacerbation et la qualité de vie. Toujours bien évidemment, une réduction significative du déclin de la fonction respiratoire par le nintedanib. Pour la réduction du risque d'exacerbation, l'essai Impulses 1 était négatif. Toutefois, l'essai Impulses 2 était positif avec une réduction de 62% du risque d'exacerbation. L'analyse poolée des données Impulses 1 et 2 était négative aussi. Alors, pourquoi est-ce que sur l'essai Tomorrow, on avait trouvé quand même une réduction de plus de 60% du risque d'exacerbation et pas là? En fait, parce que justement, il y a eu très peu d'événements dans les deux essais Impulses 1 et 2, uniquement une trentaine d'exacerbations par étude, donc une soixantaine d'exacerbations pour les deux études sur plus de 1000 patients, ce qui rend justement la puissance statistique pas très importante. Là, c'est... toujours l'essai Impulses, mais on avait regardé les exacerbations aiguës de fibrose qui avaient été considérées comme un serious adverse event, donc un effet secondaire grave. Là, l'essai Impulses était positif, et l'Impulses 1, mais également l'Impulses 2, il réduisait le délai de la première exacerbation considéré comme un effet secondaire majeur. Ça, c'est l'étude poolée des essais Tomorrow et des essais Impulses, toujours positif, bien évidemment, sur la capacité vitale forcée. C'était le critère de jugement principal. Et également positif sur la réduction du délai de la première exacerbation. Ici, une réduction de 50% du risque d'exacerbation chez les patients traités par nintedanib à la dose de 150 mg 2 fois par jour. Qu'en est-il des PID fibrosantes progressives? Ça, c'est l'essai Unbuild qui avait inclus des patients qui avaient une PID fibrosante non fibrose pulmonaire idiopathique et qui avaient un phénotype progressif et qui avaient reçu du nintedanib. Là également, l'essai était positif sur les déclins de la fonction respiratoire, mais également sur la réduction du risque d'exacerbation. Excusez-moi. C'était pas l'essai Impulses. Ici, c'était pas l'essai Unbuild. Ici, c'était l'essai Impulses. On avait, en fait... C'est quoi le problème avec le nintedanib? C'est que parfois, on ne sait pas quand le démarrer. Parfois, quand les patients ont une très bonne fonction respiratoire, on se dit peut-être qu'on peut attendre, peut-être qu'on ne va pas donner tout de suite le traitement. Est-ce que c'est bien de faire ça finalement ou pas? En fait, quand on regarde cet essai qui avait été fait chez les patients qui avaient une très bonne fonction respiratoire, une capacité vitale forcée au-delà de 90%, en fait, l'effet était toujours là, positif. Même chez les patients qui ont une très bonne fonction respiratoire, le nintedanib réduisait de façon significative le déclin de la fonction respiratoire et réduisait également de façon significative le délai de la première exacerbation. Je vous l'ai dit, dès la première diapo, une exacerbation peut survenir à n'importe quel moment de l'évolution de la fibrose pulmonaire idiopathique et donc il ne faut pas attendre pour démarrer le traitement. Ça, c'est les Unbuild dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ici, je veux juste attirer votre attention par rapport au design de l'étude. Alors, c'était des PID fibrosantes, non fibrose pulmonaire idiopathique, qui progressaient selon des critères propres à l'essai Unbuild. C'est un essai qui a été fait sur 5 ans, 2 semaines. Et ici, voilà, le Assessment of Primary Endpoint, ici, on avait fait les premières analyses. Après 5 ans, 2 semaines, on a fait les premières analyses. Sauf que
à 52 semaines, tous les patients n'avaient pas encore terminé leur traitement, puisqu'on les incluait de façon consécutive dans l'essai. Donc moi, je vais vous demander de regarder ici le First Database Lock. C'est là où tous les patients avaient complété leurs 52 semaines de traitement. Et, ils étaient imprégnés par l'unité d'ANIP un peu plus qu'un an. Ils étaient imprégnés 14 mois, je pense, de l'unité d'ANIP. Alors, pour l'essai ANBUILD, bien évidemment, il était positif sur le déclin de la fonction respiratoire. Quand on regardait le First Assessment à 52 semaines, à la fin de la première année, il n'y avait pas d'effet significatif. On se rapprochait quand même de la réduction du risque d'exacerbation, notamment chez les patients qui étaient UIP-like, mais l'effet n'était pas encore significatif. Par contre, quand on regarde le First Database Lock, c'est là où tous les patients finalement ont complété leurs 52 semaines. Là, les effets deviennent significatifs sur la réduction du risque d'exacerbation dans la population générale et encore plus chez les patients qui ont un pattern d'UIP. Pourquoi ? Parce que finalement, si on veut faire un essai juste pour les exacerbations, pour démontrer l'efficacité d'une unité d'ANIP juste pour les exacerbations, c'est un essai qui va prendre beaucoup plus de temps, puisque finalement, on ne sait pas à quel moment le patient va faire son exacerbation aiguë. Et donc, on aurait besoin d'un essai sur 5 ans et non pas sur un essai de 1 an. Un essai de 5 ans coûterait beaucoup plus d'argent qu'un essai de 1 an. C'est pour ça que je vous ai demandé dès le départ de regarder, non pas à 52 semaines, un peu plus décalé. C'est la même chose qui a été relevée sur le dernier né des antifibrosants qui a été développé par Boehringer Ingelheim, qui est le nerandomilast et qui est un autre antifibrosant, un inhibiteur de la phosphodiesterase, spécifique de la phosphodiesterase, et qui, pour la première fois, a démontré, c'est la première fois qu'un antifibrosant, qu'il soit pris seul ou en association à d'autres antifibrosants, a démontré son intérêt, non pas uniquement sur la réduction du déclin de la fonction respiratoire, mais également sur le risque d'exacerbation et surtout sur la mortalité. Voilà, j'en arrive à la conclusion de cette présentation d'aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, la survenue d'une exacerbation aiguë de fibrose, c'est un événement majeur dans l'évolution d'une PID fibrosante avec une mortalité importante. C'est un événement qui peut survenir à n'importe quel moment de l'évolution de la maladie et sur n'importe quelle fibrose pulmonaire, bien évidemment avec une incidence plus élevée pour les FPI et pour les fibroses pulmonaires progressives. Le meilleur traitement curatif reste à déterminer puisque finalement on n'a pas assez d'évidence par rapport aux différents thérapeutiques, d'où l'intérêt d'un traitement préventif. Un antifibrosant qui devrait être indiqué dès le diagnostic afin de freiner non pas seulement le déclin de la fonction respiratoire, qui est un paramètre fondamental dans la survenue des exacerbations aiguës de fibrose. Voilà, je vous remercie. Merci Mariam pour cette belle présentation. Alors, on va susciter des questions dans la salle. Je vois Abdelaziz, Sali ou Sonia. Merci Malim pour cette belle présentation. Moi je voulais faire 2 petites remarques s'il te plaît. Première remarque, c'est qu'en fait, l'importance de l'exacerbation n'est pas la même dans la BPCO et la fibrose. Dans la BPCO, c'est un facteur qui booste l'évolution. Dans la fibrose, c'est pour ça que tu as répété, et ça c'est très important, c'est un risque de mortalité. Et le risque de mortalité vient du fait que tu as une atteinte alvéolaire qui vient cumuler l'atteinte interstitielle. Alors, moi, je vais te dire une chose. Nous, dans notre pratique quotidienne, c'est vrai qu'on met une corticothérapie quelquefois qui n'a pas de sens. Parce qu'on est en bout de course, et en bout de course d'évolution de la fibrose, vous avez le breakdown, la cassure. Et nous tous, on met des bolus. Et ça ne donne aucun résultat, ça va vers la mortalité. Problème que tu as soulevé, qui est très important, on dit maintenant, comme si Bachir, quand nous, c'est un inhibiteur des facteurs de croissance. On attend que la fibrose est en place. Il faut absolument qu'on arrive à comprendre pour la logique qu'on doit démarrer ce traitement avant que la fibrose s'emballe. Et c'est ça ce qui est important. Bon, pour des raisons financières, parce que c'est ceci. Mais il faut qu'on trouve une solution. C'est là où il est bon. Sinon, après, il n'est pas aussi bon pour pouvoir donner des résultats. Merci, Sali. Donc, juste un commentaire bref pour pouvoir donner. Voilà, on passe la parole à Abdelaziz. 2 petites questions.
Est-ce qu'on a une idée sur, suite à une première exacerbation chez un malade sous un traitement antifibrotique, est-ce qu'on peut savoir le délai de l'exacerbation suivante? Ça, c'est la première question. Et deuxièmement, la durée de corticothérapie de 6 mois me paraît beaucoup. Mais est-ce que c'est basé sur des preuves ou est-ce que c'est empirique? Alors, chez un patient qui reçoit un antifibrosant, qui fait une exacerbation, qui est encore en vie, déjà on le félicite parce qu'il est encore en vie, parce qu'il avait 50% de chances de mourir de cette exacerbation. Après, le fait d'avoir fait une exacerbation est un facteur de risque de survenue d'autres exacerbations. Pour la deuxième question, il n'y a pas d'évidence. Comme je vous l'ai dit, le schéma que nous, on utilise, c'est le schéma qu'on a pris de le C-hexafib et qui finalement, le critère principal de jugement de cet essai, ce n'était pas la corticothérapie, c'était le cyclophosphamide. Donc on le fait, mais on est toujours en attente de preuves, d'evidence-based, pour pouvoir valider ce protocole. Merci. Sonia? Merci beaucoup, Mariam, pour ta belle présentation. Moi, je veux revenir sur la question de la ventilation. Tu as parlé tout à l'heure, parce que c'est notre problème quotidien avec nos collègues et amis réanimateurs, par rapport à la ventilation invasive. On sait tous que lorsqu'on a un malade chez qui on juge qu'il faut vraiment le ventiler, c'est toujours recusé par les réanimateurs, alors que tu as parlé des patients sélectionnés chez qui ça peut marcher. Donc, j'aimerais bien savoir les résultats de ces études chez qui les patients peuvent bénéficier de la ventilation invasive pour convaincre nos réanimateurs. Alors, dans les années 90, dans le début des années 2000, la mortalité des patients fibrosants qui étaient hospitalisés en réanimation était de 100%. Donc, tous les patients mouraient. Actuellement, vu le développement de la façon avec laquelle on ventile les patients, les choses se passent mieux. Les recommandations que je vous ai mises ici, ce n'est pas des recommandations qui nous sont propres, c'est des recommandations françaises. Il faut toujours adapter les recommandations à notre contexte. Quand est-ce qu'on est en droit d'adresser un patient en réanimation, de le ventiler, même de l'intuber, quand il y a un projet de transplantation derrière? Et en France, on fait ce qu'on appelle la transplantation en super urgence. Donc, c'est des gens qui, au décours même de l'exacerbation, vont être transplantés. Là, je pense qu'il y a un rationnel à aller les ventiler, même les intuber, s'ils sont jeunes, s'il y a tout de suite après un projet de transplantation. Dans notre contexte, franchement, on ne fait pas encore de transplantation, on reçoit les gens à un stade assez évolué. Je pense que les réanimateurs ont un peu raison dans le fait qu'ils ne veuillent pas ventiler ces patients, qu'ils ne veuillent pas les intuber. Je pense que c'est quelque chose qui devrait être discuté avec le patient, avec sa famille, compte tenu de la gravité de la maladie, compte tenu de l'espérance de vie et du pronostic de cette exacerbation. Juste, j'ai un petit commentaire. Je vais passer après la parole à Fatma. Oui. Alors, en termes de définition, avant, dans la définition de l'exacerbation, il fallait pas, ça pouvait être inaugural. Un mode d'installation d'une fibrose idiopathique peut être inaugural et il n'y avait pas l'exclusion de cette notion. Actuellement, pour retenir une exacerbation, il faut que le malade soit connu porteur de fibrose pulmonaire idiopathique. Alors la question que je te pose, quand on est dans un contexte évident de fibrose pulmonaire idiopathique et le malade, il vient en exacerbation, sur le plan pratique, comment gérer, et si la gestion elle est dans l'état, au bout de combien de temps on propose de faire le scanner pour pouvoir retenir le diagnostic et éliminer le verre dépoli et les condensations pour retenir, et c'est une situation fréquente dans le staff. Franchement, c'est une question extrêmement difficile. Comment s'en sortir? La définition exige que l'exacerbation survienne chez un patient connu porteur d'une fibrose pulmonaire idiopathique. Je pense que la nouvelle classification ne va pas simplifier ma réponse, puisqu'actuellement, dans la nouvelle classification, on identifie les gens qui ont une atteinte interstitielle, des gens qui ont une atteinte alvéolaire. Donc ça va être encore plus compliqué. Moi, je dirais que notre bon sens, refaire l'interrogatoire, être sûr que le patient a des symptômes bien avant. Si on a la chance d'avoir d'autres imageries, ça pourrait aider énormément. Je pense que, franchement, s'il existe une forte présomption d'une exacerbation aiguë, on a le droit de mettre les patients sous corticothérapie, réévaluer après, parce que, comme je vous l'ai dit, la mortalité est tellement importante, et quand on retarde le diagnostic, comme c'était le cas après la définition de 2007, où on exigeait d'exclure plein de choses, finalement,
en enlevant ces critères d'exclusion, on améliore la survie de nos patients et on améliore notre diagnostic positif. Donc, je pense que, quand même, quand le tableau est évident, il faut les mettre Je sur pense corticoïdes. qu'il y a à faire, c'est essentiellement dans quel délai on peut refaire un scanner pour essayer d'avoir le pattern évocateur en quelque sorte. 3 mois, Parce que moi, quand je on dirais. est noyé dans le verre dépoli et les condensations, c'est très très difficile. Fatma, je te donne la parole. Oui. En fait, je voulais ajouter autre chose pour répondre à Sonia sur l'intérêt de l'intubation, la ventilation invasive, y compris même l'intubation pour les patients qui se présentent pour une exacerbation aiguë, je dirais inaugurale, lorsqu'on n'a pas eu le temps, parce qu'il y a des patients qui se présentent pour la première fois avec une exacerbation aiguë, quand on n'a pas eu le temps de faire un bilan étiologique, donc il faut penser qu'il pourrait s'agir d'une étiologie entre guillemets réversible, une PID associée au connectivite, donc de plus bons pronostics qui pourraient répondre à une corticothérapie avec des immunosuppresseurs, ne pas hésiter à aller vers l'intubation, le temps de faire le bilan et s'assurer que ce n'est pas de l'idiopathie. En dehors de la de la transplant. Merci Fatma. Une autre difficulté, là cette fois-ci, dans le diagnostic des PID secondaires au connectivite. Oui. C'est vrai que pour le pattern PR et le pattern PHS, c'est un pattern qui ressemble à l'UUP, et donc l'exacerbation ressemble beaucoup à l'UUP. Alors il y a des patterns assez particuliers aussi dans les PID connectivites et qui posent un problème au quotidien, les myosites. Les myosites inflammatoires, quand on voit l'évolution, sur le pronostic à la phase aiguë, il est significativement, le plus risqué pour le pattern dommage alvéolaire et condensation. Et c'est une présentation aiguë ou exacerbation, c'est toute la problématique, notamment pour les myosites à anti-MDA5. Et ça, c'est un problème aussi. Est-ce que c'est une exacerbation au mode de présentation et qui met en jeu le pronostic vital et qui appelle à faire certains dosages immunologiques, je dirais, en urgence. Qu'est-ce que tu en penses ? Justement, moi j'avais parlé tout à l'heure de la signature histologique et radiologique des exacerbations aiguës. C'est généralement un dommage alvéolaire, mais ça peut être également une pneumonie organisée. Et là, les choses sont encore plus compliquées. Mais les exacerbations aiguës avec une présentation radiologique et histopathologique de PO ont un meilleur pronostic. Et donc, moi je pense que les problèmes, c'est moins problématique que votre première question, puisque finalement, chez ces patients, doivent recevoir une corticothérapie, un MDA5, doivent recevoir même un traitement immunosuppresseur encore plus actif, et donc ça pose moins de problèmes. Il y aura la séance PID où on va parler cette année, dans le cadre de l'exacerbation, on parlera des formes aiguës, des progressions rapides. Donc, pour une reprise, merci Mariam, ça a été un échange très fructueux. On remercie l'assistance. La reprise, c'est à 14h30. Et à tout à l'heure, vous êtes invités pour le déjeuner.